revient pour une nouvelle saison en 2026. On est super content de vous retrouver et j'ai même ma petite tasse retour gagnant offerte au Secret Santa d'Eurosport par Martin Mosnier. Et alors, si avec ça on démarre pas bien l'année, c'est magnifique. Dans ce pot, il y a quoi des insectes morts. J'ai aussi un petit pot. C'est une galette des rois déstructurée. Oula. Non, c'est des amandes au chocolat, Bertrand. C'est sûr? Bah oui. C'est pas des. C'est des bonnes résolutions. C'est un piège. C'est pas des C'est le scarabées, Winter Body. non, non. C'est très bon, mais Bertrand va pas pouvoir discuter beaucoup trop. Donc c'est peut-être une bonne chose pour démarrer. Enregistré et qu'on en est à la 10e prise, c'est ma 10e. Ça commence à faire beaucoup. Retour gagnant première de la saison 2026 avec Bertrand Millard, Tom Morel. Bonne année, Anne. Bonne année tout le monde. Bah oui. Bah oui. Et la santé? Ah oui, surtout. Qu'est-ce que tu as eu au Secret Santa, Bertrand? Tu peux pas parler. J'ai eu un portefeuille porte-carte. Pas mal. Ouais. Moi, j'ai eu un petit Michael Jordan, une petite marionnette très sympathique pour le setup gaming de mon fils. C'est impeccable. Merci Christophe Godot de God. Et toi? Et ben moi, j'ai eu cette tasse retour gagnant. Voilà. Pas mal. Magnifique, Martin Mosnier qui a eu une magnifique idée. Pas mal. Elle sert directement. Dans retour gagnant, il y a des résolutions en 2026, Bertrand? Mettre des t-shirts qui vont parfaitement dans le décor de retour gagnant, visiblement. C'est la première résolution de Bertrand. Ça fait un petit moment, mais ouais. Bah, noir et jaune, c'est parfait. Perdre un petit peu à ce niveau-là. Si une autre amende peut-être? La 11e. Et sinon, on parlait de ponctualité, mais je crois que c'est trop ambitieux. Je crois que c'est mort. Moi, résolution tout basique, la santé, petit souci de cervical. Bah ça, c'est. Il y en a qui ont fait les j'ai dû déclarer forfait pour. Oui. J'ai dû déclarer forfait aussi pour l'Open d'Australie, comme Arthur Fils et Loïs Boisson. Même le One Point Slam, je ne peux pas le faire. Donc la santé avant toute chose. On va en parler, il s'est passé plein de choses déjà en ce début de saison. Bertrand, on a commenté des finales le week-end dernier. On va en parler. On est à J-5 du début de l'Open d'Australie. Et Tom, je crois que c'est ta période préférée de l'année. Bah oui, on peut démarrer ce premier retour gagnant de l'année par un petit coup de cœur. C'est justement ce début de saison. Moi, cette période, c'est ma période préférée effectivement dans l'année de tennis. Parce que la coupure hivernale a remis les compteurs à zéro. C'est une sorte de parenthèse enchantée où on a gommé les cicatrices du passé, on a pansé les plaies. Conféré Daniil Medvedev, par exemple, qui vient de gagner un tournoi, son 22e différence, ça c'est quand même assez fou. Il a perdu un paquet de matchs qu'il devait pas perdre l'année dernière. Et là, il redémarre. Petite coupe, bien fraîche. Il est tout beau, le Daniil. Il a l'air d'avoir trouvé de la bonne humeur. Il n'est pas encore en train de vriller. Il n'est pas dans le train-train quotidien de la saison. Conféré Sacha Bublik, qui gagne aussi un tournoi d'entrée. On l'a annoncé aux portes du top 10 en fin de saison. On le retrouve, boum, il est déjà intronisé top 10. Sacha Bublik. Voilà, la saison ne fait que débuter et il y a déjà plein de trucs à dire. Il y a cette exhibition entre Alcaraz et Sinner qui a fait parler. Mais c'est comme ça qu'il prépare l'Open d'Australie. Il y a malheureusement les forfaits donc d'Arthur Fils et de Loïs Boisson. Mais bon, ils sont jeunes, ils ont 22 et 21 ans. C'est le début de l'année, donc on se dit... Allez, restons optimistes. Ils ont la vie devant eux. Ils ont l'année pour rentrer au bon moment, être intelligents, attendre le bon moment. On a Milos Raonic. Je sais que vous êtes un petit peu abattu, Bertrand. Milos Raonic qui annonce sa retraite. Alors oui, je sais que ça va pas émouvoir grand monde, mais c'est quand même un grand champion. Enfin, un finaliste on dit Raonic. Moi, j'ai toujours dit Raonic parce qu'il est canadien. On me dit oui, c'est Raonic. Alors oui, c'est Raonic, mais en fait, c'était Raonic parce qu'il était en anglo-saxon. Bref, on aura plus de débat là. Voilà, c'est enfin terminé, même si ça faisait au moins 2 ans qu'on savait qu'il allait arrêter. Qu'il allait raccrocher. En parlant de retraite, de raccrocher, on sait qu'on est à l'aube de grandes émotions avec Stan Deman, Gaël Monfils. C'est leur dernière saison qui démarre. Tic-tac, tic-tac, le temps est compté. On va sortir la boîte de Kleenex à un moment donné. Gaël Monfils qui arrive, il y a Moïse Kwame qui pousse derrière. Oui, mais voilà, il y a toujours quelque chose à dire. On va attaquer le Happy Slam. On est à 5 jours de l'Open d'Australie. On est down under. C'est l'été là-bas. Tout le monde est de bonne humeur. Il y a un peu moins de médias. Bref, il y a un vent de fraîcheur et en général, on a du beau tennis pour démarrer cette année. Et voilà, on n'est pas dans ce train-train quotidien de la saison où il y a un peu d'anxiété. Là, il y a de la bonne humeur, du beau tennis. Et moi, c'est ma période préférée de l'année. D'où le t-shirt. Voilà. Possédé par ce début de saison. Possessed. Voilà, direct. Groupe américain death metal, précurseur du death metal. Fin des années 80. Bientôt l'émission spéciale. Jeff Becerra, il est en fauteuil. Il a pris une balle il y a 30 ans. Il est en fauteuil, il chante en fauteuil. Vous vous rendez compte, c'est un groupe de métal extrême qui chante en fauteuil. Je vois pas trop le rapport avec mon coup de cœur, mais moi je vous avais fait un petit... Possédé par le début de saison. Oui, possédé par le début de saison. Voilà. Mais je vous avais fait un petit sommaire, Anne, de ce qu'on va pouvoir évoquer aujourd'hui. On va essayer de parler de tout ça aujourd'hui.
Il en est down under, effectivement. Ça y est, c'est parti. Le Happy Slam, avec bien sûr deux grands favoris, ceux qui ont tout resté ces 2 dernières années, Yannick Sinner, Carlos Alcaraz. C'est le seul grand chelem, Bertrand, Tom, qui manque à Carlos Alcaraz. Il peut, dès ce mois de janvier, dès ce début de saison, faire le grand chelem en carrière. Et ça donne envie. Carlos Alcaraz, dont on a beaucoup parlé, parce que, évidemment, il a quitté Juan Carlos Ferrero à l'intersaison. Ça a été une grosse surprise. C'est le premier thème de ce retour gagnant. Déjà, j'ai envie de savoir ce que vous en avez pensé de cette surprenante séparation. Bertrand ? Alors moi, j'ai été abasourdi. Une petite amende peut-être pour démarrer. Ça va. J'ai été abasourdi, j'étais vraiment très choqué par cette nouvelle. C'est vraiment un truc auquel je ne m'attendais absolument pas. S'il y a bien un truc auquel je ne m'attendais pas dans le tennis, c'était ça. Je voyais cette relation comme une relation second père, fils, même si son père est toujours là. C'est un peu comme ça qu'ils l'ont présenté aussi. On se souvient quand le papa de Juan Carlos Ferrero est décédé, c'était pendant le tournoi de Miami. Alcaraz était allé en finale sans Ferrero, il était venu juste pour la finale. Il y a eu énormément d'émotions à la fin quand il avait gagné le tournoi, ils pleuraient tous les deux. À chaque fois qu'il gagnait, les images de joie étaient particulièrement forte. Je me souviens de celle de Roland Garros, notamment l'année dernière, quand il monte dans la tribune. Et c'était toujours lui qui allait saluer en premier. C'était quelque chose de très fort comme relation. Donc ça m'a beaucoup surpris. Moi, je voyais bien une relation, je ne peux pas dire pour toute la carrière, mais pour un long moment dans sa carrière. Un peu comme Musetti, et on n'imagine pas Musetti et Tartarini séparés, par exemple. Là, c'était un peu la même chose, c'est qu'il l'a pris également très jeune. Mais alors ça, c'est la réaction que j'ai eue. Donc vraiment très surpris et peiné, parce que j'aimais beaucoup cette relation-là entre les deux. Mais il faut se souvenir, parce que tout passe très vite et parfois on oublie, que Yannick Sinner, il y a pas très longtemps, il y a quelques années, a décidé, alors que ça marchait très bien avec Piatti et qu'il était Riccardo Piatti, qu'il était en train de bien progresser, hop, il a dit je change et je prends Simone Vagnozzi. Et là on s'est dit, c'était également, peut-être pas le même choc, mais on s'est dit, enfin, Simone Vagnozzi, c'est un ancien joueur, il n'était pas très bon. Il était avec lui depuis qu'il avait 13 ans. Ouais, c'était un peu le même genre de relation. Ouais. C'est ça. Et finalement, il a pris donc Vagnozzi, puis il a ajouté ensuite Darren Cahill à son équipe, et on connaît le résultat qu'on connaît. La force est de constater que c'était un bon choix. C'était un bon choix. Donc on va attendre quand même avant de tirer des conclusions, mais franchement, je pense qu'on est tous pareils. On a tous été quand même et choqués et peinés tant cette relation. Figurez-vous, Bertrand, que moi, ma première réaction, justement, je n'ai pas du tout été choqué. Je voyais tout le monde choqué. Alors j'ai fait oui, c'est vrai que c'est surprenant, mais j'en ai vu d'autres. Et moi qui étais un fan éternel de Roger Federer, il a changé de coach tous les 2-3 ans. Non, il a changé de consultant tous les 2-3 ans. Oui. Son coach, il y a eu Peter Carter, il y a eu Peter Lundgren. Oui, et Tony Roche. Mais il y a eu Séverin Luthi. Son coach, c'est Séverin Luthi, toute sa carrière. Oui. Je voulais dire, en Australie, il n'avait pas le titre de coach principal. Peut-être là, on est allé une fois au restaurant en Australie, à Melbourne, un soir, on est d'arriver, on est tombé c'est le restaurant où était Federer tous les soirs, il mange tout seul avec Luthi sur les grands chelems. Mais c'est plus que son coach, c'est son ami. C'est son coach pour moi. C'est comme Richard Williams avec Serena et Venus Williams, c'est leur coach, il a toujours été, ils ont toujours considéré leur père comme leur coach, et je pense que Federer... Ça a été la constante, effectivement. Je pense que Séverin Luthi, c'est son coach. S'il a un problème, un truc dont il veut vraiment parler à quelqu'un, quand il était joueur, c'était Séverin Luthi. Mais il y a eu des ajouts après de peut-être plus. Ah oui, bien sûr, mais les fameux consultants qu'on a tout le temps maintenant. Bref. Oui, non, mais donc Federer, j'aime bien les petites digressions, les petites sorties de route comme ça. Moi, voilà, je sais que vous êtes un romantique, et un romantique du tennis, Bertrand. On est tous un peu romantique de cette relation. Oui, c'est une histoire d'amour qui s'arrête comme ça. Bon, ça arrive. Après, je pense que les deux ont suffisamment d'amour réciproque, de respect pour garder une bonne relation. Rien n'empêche qu'ils se remettent ensemble. Là, il a gardé quand même Samuel Lopez, qui était le coach bis, mais qui était le coach permanent, parce que parfois Juan Carlos Ferrero n'était pas là, Samuel Lopez était toujours à ses côtés. Il démarre là l'Open d'Australie, Samuel Lopez, il demande à Alcaraz d'être bien sérieux, il y a eu des images qui ont filtré sur les réseaux. Donc je ne suis pas inquiet tennistiquement, c'est sûr que oui, c'est un choc parce que l'ancien numéro 1 mondial, il pourrait être son père, il l'a depuis 14-15 ans. Donc c'est surprenant. Après, je pense qu'Alcaraz a tellement de maturité dans son tennis. Il l'a amené au firmament, Juan Carlos Ferrero. L'année dernière, il fait sa meilleure saison. Il fait, je pense, sa plus grosse masterclass, c'est l'US Open, où il perd 1-7 dans le tournoi contre Sinner, mais malgré ce set perdu, il marche sur l'Italien. Avec un niveau au service exceptionnel notamment, mais une intelligence de jeu tactique. On tentait plus des drop shots, des amortis comme ça, un petit peu posés, alors que c'est pas le bon plan tactique. Là, c'était vraiment très sérieux.
En parlant de service, j'ai vu qu'il avait un tout petit peu modifié sa tactique, Ça, c'est Samuel Lopez, sa technique. a priori. Un service qui ressemble étrangement à Novak Djokovic. Oui. Donc c'est pas quelqu'un qui reste figé, Alcaraz. Il est toujours en mouvement, toujours en recherche de s'améliorer. Et je suis pas très inquiet. Et en fait, finalement, pour moi, ça dépend que de lui de savoir s'il va rester sérieux dans les clous. Mais je pense qu'il y a cette rivalité saine avec Sinner qui est tellement forte que les deux vont continuer de se tirer vers le haut. Et ça, en revanche, ça m'inquiète un peu pour les autres. Parce que je me demande si le fossé va pas se... Là-dessus, je suis d'accord, mais j'ai un petit doute quand même sur le... J'ai un petit doute, puisqu'on parlait de gagner l'Open d'Australie. C'est quand même, ça va être son premier tournoi sans Ferrero. Ah bah c'est ça. Ce serait très fort, mais j'ai un petit doute sur peut-être sur la mise en marche, la mise en route sans Ferrero. Il est jamais très rapide. Faut qu'il s'adapte. En Grand Chelem, il était toujours là, Juan Carlos Ferrero. Donc c'est à lui qui parlait. C'est quand même lui qui parlait aussi dans les moments un peu de doute. Non, et puis dans les moments en dehors du cours, c'est vrai qu'on parle beaucoup du justement, tennis. Tom, on va écouter Wilander, Il parle de ça Wilander, peut-être, Mats consultant Eurosport, qui ne pense pas que l'absence de Ferrero fera une grande différence sur le terrain, mais en dehors un peu plus. Écoutez. Carlos Alcaraz is too mature. He knows too much about the game that I don't think it's going to stop his development to not have Juan Carlos there. But I think it's going to be a big change because on the day-to-day basis, you have to deal with each other all day, every day. I think the change when the score is 3-all in the third set, 15-30, and you have to play this huge point, I don't think that change is going to make a big difference. Merci à Arnold Mongo pour l'interview de Mats Wilander. C'est plus sur les à côté que ça peut jouer un peu, et justement un premier grand chelem, pas avoir à côté de lui son deuxième papa, c'est peut-être là que la différence se fait. Après, il a sa famille en général autour de lui, y compris... son papa prend beaucoup de place, son vrai papa. Son père, oui, son frère aussi, son frère aîné qui est toujours là. Oui, on va attendre, on ne sait pas, on va parler sans savoir, mais je pense quand même que forcément, c'est différent, ça va être différent. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Samuel Lopez, il faisait partie de l'académie de Ferrero, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est pas complètement cassé la relation, à moins que Samuel Lopez quitte l'académie de Ferrero. Il y a une vraie transition. Mais a priori, il y a une vraie transition, et puis ça reste un peu dans le même giron. Mais j'attends de voir quand même. Premier grand chelem sans Ferrero. Oui, non, mais c'est dans les moments un peu chauds, des matchs tendus où il avait ce côté rassurant. Oui, il changeait beaucoup avec Juan Carlos Ferrero, qui lui, c'était un peu le feu et la glace, cette relation. Donc peut-être que oui, dans ces moments chauds, il va manquer le petit supplément d'âme, on verra. Je ne suis pas très inquiet. Et puis je pense qu'il est très motivé parce que l'Open d'Australie, c'est donc le seul qui lui manque à son palmarès. Il n'a pas une histoire très très forte. Il n'a jamais dépassé les quarts. C'est deuxième tour, troisième tour et quart sur les 2 dernières années. Et puis tu as dit qu'il avait fait l'année dernière sa meilleure saison, ce qui est vrai, mais il a quand même mal débuté parce qu'il perd en quart contre Djokovic en faisant petit garçon face à un Djokovic qui était blessé, qui d'ailleurs avait dû abandonner en demi-finale. Donc on ne pensait pas à ce moment-là qu'il allait faire. C'est une défaite certainement qui lui a fait beaucoup de bien parce que derrière il gagne son premier tournoi indoor Rotterdam et puis il y a cette série de 9 finales où au passage il gagne 7 titres, dont Roland Garros et l'US Open. Il refait finale au Masters où il perd certes contre Sinner, mais enfin. Et Wimbledon. Il y a eu juste le Rolex Paris Masters où visiblement Cameron Norrie était trop fort. C'était bien ça. Donc ça reste Sinner le favori quand même de cet Open d'Australie. Pour moi c'est Sinner le favori. Ouais. Qui pour le battre? Parce qu'il y a plus de joueurs peut-être capables de battre Alcaraz. Est-ce qu'il y en a d'autres pour Sinner? Je pense pas, non. Je n'ai pas l'impression. Si c'est le Sinner qu'on a vu en fin de saison. Oui, c'est grand favori. Après, je suis curieux de voir un Sacha Bublik avec cette nouvelle étiquette de top 10. Ouais, mais là, on rentre dans une nouvelle ère pour Bublik. C'était le joueur fantasque. Depuis Roland Garros l'année dernière, il y a eu un électrochoc. Il était en train de sombrer au classement. Et petit à petit, il s'est remis à gagner et à être sérieux. Arrêter de péter des plombs en permanence. Il peut un match au meilleur des 3, mais il ne battra jamais Sinner au meilleur des 5. Je suis prêt à même la main coupée. J'y crois. La main rose, là. Il avait pris une sacrée rose. Non, il ne peut pas battre Sinner à l'Open d'Australie au meilleur des 5. Je ne pense pas. Enfin, en plus, il ne va pas le jouer d'entrée, parce qu'il sera tête de série, donc ce ne sera pas avant les 8e, a priori. Je vois absolument pas l'inquiéter. À Medvedev, plus. Medvedev qui, je parlais de penser les plaies du passé. Medvedev, il a l'air de repartir tout frais. Il fait du bon travail avec son nouveau coach. Bien sûr. Alors, il fait du bon travail avec son nouveau coach. Il a complètement changé au niveau de son attitude sur le court. Il est passé du joueur
pas très concentré, qui était ailleurs, en fait, qu'on ne voyait ne pas progresser au niveau tennis. Et pourquoi aussi? Parce que son jeu est très exigeant physiquement, et donc la tête doit être tout le temps là. Elle l'était plus vraiment, donc il commençait à faire des fautes, il servait beaucoup moins bien, il avait beaucoup de points gratuits. Et là, il a retrouvé concentration et détermination. La détermination, c'est fondamental. Il est extrêmement déterminé, il a été toute la semaine, il n'y a pas eu un débordement dans son comportement, même les moments, par exemple en finale, où il mène un set, un break. Il sert pour le titre, il se fait débreaker. Il se fait débreaker pour la première fois du match. Et l'année dernière, comme l'a dit Tom, il a perdu beaucoup de matchs comme ça, en ayant des occasions. Et là, il est resté dans sa bulle. Il a gagné le tie-break 7-1, donc bien maîtrisé ce tie-break. Et j'ai trouvé très solide. Voilà, on sent qu'il y a une fraîcheur à nouveau. Il y a une fraîcheur qui avait disparu. Certainement le nouveau discours de Thomas Johansson. Il y a aussi des choses un peu nouvelles. Les amortis, bon, alors, ils n'ont pas très bien fonctionné. Il vient un petit peu plus au filet. Et il a retrouvé cette niaque dont il a besoin dans son jeu, qui est de se faire plaisir, à contrer, à revenir. Il y a un peu plus de jeu offensif aussi. Je trouve, et surtout, il a retrouvé une efficacité au service. C'est 2 points gratuits par jeu de service à nouveau. Et ça pour lui, c'était hyper important. Ça lui faisait pas mal défaut. Ça tombe bien, il n'a jamais gagné l'Open d'Australie. Comme il gagne que des titres qu'il a jamais. Bah oui, mais finale, et 2 fois, il mène 2-7-0 en finale. Il gagne jamais 2 fois le même titre. Donc là, l'Open d'Australie, c'est Open. Hein. C'est vrai que le 23e, non, parce que ça, c'est quand même une stat de dingue. Incroyable. 22 titres, 22 titres différents. Alors, c'est le record. Hein. Je crois que le deuxième, c'était. Ça doit être loin derrière, j'imagine. Constance de Je sais tes maths l'a mis la semaine. Je crois que c'est 17 le deuxième. 17 ou 18, ouais. 17 ou 18, ouais. Bon, c'est un record qui est, à mon avis, pas près d'être battu. C'est un hasard, mais est-ce que c'est un hasard? Peut-être pas. C'est comme on le disait avec Eric de Blicker, avec qui on a commenté la finale. C'est plutôt l'inverse en général. Un joueur, il y a des tournois où il se sent particulièrement bien. Oui. Il va enchaîner, je pense à John Isner à Atlanta. Il avait gagné, je sais pas, 5 ou 6. Il y a des joueurs qui aiment un endroit particulier où ils gagnent souvent. On parle pas de Nadal. Roland Garros. Nadal, Roland Garros, à Monte Carlo. Oui, mais ça marche à Monte Carlo, à Barcelone. À Rome. 2005, 2006, 2007. Voilà, ça c'est un peu à part. Mais hors Nadal, il y a quand même des joueurs qui sont bien dans un tournoi. Il y a Halle aussi, par exemple. Il y a des joueurs qui ont gagné plusieurs tournois. Newport avait été gagné 2 fois par. Souvent les Américains, tous ces tournées-là. Souvent les Américains. Bref, en tout cas, lui, il préfère gagner une fois chaque tournoi et c'est tout. Donc là, c'était Brisbane. Ouais. Brisbane, il a été finaliste en 2019. 2 participations, 2 finales, 1 titre. Il a demandé à l'ATP d'ailleurs, est-ce que vous ne pouvez pas rajouter des nouvelles villes, des nouveaux tournois? Parce que je commence à être à court là. Oui, on a eu une cérémonie un tout petit peu différente des habituelles qu'on peut commenter. On a remercié les sponsors quand même ou pas? Pas sûr. Vite fait, mais il a dit des trucs marrants. Il a dit à son clan, par exemple, qu'il fallait qu'il s'améliore aux cartes parce qu'ils avaient été nuls et que pour l'instant. Avec lui, on sait qu'il ne va pas être dans les discours moins convenus. Surfaits et convenus. Voilà. On attend Daniil Medvedev. Peut-être il l'a déjà fait de gagner un grand chelem. Il a été numéro 1 mondial. C'est peut-être lui le mieux armé en tout cas. Pour embêter les. Il pourra en avoir 3. On n'a pas parlé de Novak Djokovic encore, parce que c'est-à-dire que le temps joue en sa défaveur, Novak Djokovic. Oui. Donc c'est quand même son tournoi il est loin chéri. De la retraite, il veut aller jusqu'à 2020. Il en a gagné 10 des Open d'Australie. 10. Il avait encore battu Alcaraz, comme tu le rappelais, Bertrand, l'année dernière en quart. Il ne fait pas trop de bruit, Novak. Novak. Je ne sais pas dans quelle forme il arrive, effectivement. Mais le problème, c'est que. Jamais sous-estimer Novak Djokovic, a priori. C'est clair. Il a fait dernier carré de tous les grands chelems. Oui, il a fait quand même demi l'année dernière sur tous les grands chelems, en faisant 6 tournois dans l'année. Et pour faire demi, il n'y a pas de problème. Après, pour gagner, si on a toujours les 2 joueurs, ça dépendra des autres aussi, mais s'il y a toujours les 2 joueurs dont on vient de parler pendant quelques minutes, Sinner et Alcaraz, il peut pas enchaîner les 2 physiquement au meilleur des 5 et les battre. À la limite, même s'il coupe la première lame, il coupera pas la deuxième. C'est ce qui s'est passé l'an dernier. Il a coupé la lame à Alcaraz et derrière contre Zverev, ça lui a tellement coûté qu'il a dû abandonner. Il était déjà blessé. C'est le problème physique avant toute chose. 38 ans et demi. 38 ans. Et en parlant de physique, ça nous amène très naturellement à notre deuxième thème sur malheureusement les forfaits de 2 joueurs français attendus. Quand même en 2026 parce qu'ils ne sont pas allés au bout de leur histoire en 2025. C'est Loïs Boisson et Arthur Fils, 2 forfaits d'importance donc à l'Open d'Australie. Arthur Fils, on sait, il a été touché au dos l'année dernière avant Roland Garros. Ça s'est un peu aggravé. Il avait rejoué Toronto et puis il a mis un terme à sa saison. Il n'est pas encore prêt à reprendre. Et Loïs Boisson, elle a eu aussi pas mal de pépins physiques en 2025 qui ont gâché sa fin de saison et elle n'a plus joué depuis le mois de septembre. Et elle aussi a repoussé son retour. Ce sont des décisions sages de ne pas se précipiter. On a suffisamment dit que parfois les joueurs reprenaient trop vite. On avait parlé d'Hugo Humbert l'année dernière qui n'avait pas forcément bien géré ses blessures.
Là, Arthur c'est non quand plus même, n'a pas bien géré du tout. Hein. Je l'avais dit la saison dernière. Il a encore une fois, de sources sûres, il avait joué Roland Garros alors qu'on lui a conseillé de ne pas le jouer. Donc on voit où on en est. Alors lui, il a dit 7 mois que plus le tard. médecin de la Fédé Oui. lui Oui, avait bah, Il a été conseillé. mal aiguillé. C'est pas lui ce avait qu'on m'a dit qu'il moi. pouvait Mais jouer. bon, bref, oui, mais bon, oui, forcément. Et derrière, ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé. Bon, c'est quand même. C'était difficile d'imaginer qu'il aurait une tuile de ce niveau-là, quand même, à 20 ans. Fracture de fatigue au dos, à 20 ans. C'est un peu embêtant quand même, parce que c'est des grosses blessures. Oui. Les absences très longues, il y en a eu. Alors, si on veut être positif, on pense à Nadal, qui à chaque fois qu'il avait une absence très longue revenait très fort, toujours. Mais c'est Nadal, donc c'est quand même particulier. Puis il avait déjà une certaine expérience. Si on veut être moins positif, on pense à Dominic Thiem, qui a eu cette blessure au poignet au moment où il était le plus fort, quasiment. Il venait de gagner son unique grand chelem. Et qui lui n'en est jamais revenu. Et je pense pas que ce soit tellement sa blessure au poignet qui a fait qu'il n'en soit pas revenu, c'est que mais il l'a jamais retrouvé vraiment l'effet la domino le derrière. physique, le côté bulldozer qu'il pouvait Il avoir était devenu sur un très court. quelconque sur la fin de sa Complètement. carrière, c'était assez triste. Alors après, la différence, c'est qu'Arthur Fils est très jeune encore, 21 ans, alors que Dominic Thiem allait s'approcher déjà de la Oui. trentaine. Bon, donc 21 Il ans, avait c'est déjà jeune. réalisé des choses aussi. Mais c'est dommage, alors là, c'est du temps un peu perdu déjà dans cette partie de carrière. Il va falloir déjà qu'il retrouve tout son physique, parce que c'est un joueur physique, Arthur, et qui a vraiment un potentiel énorme. C'est ce qui est très frustrant, c'est que c'est le joueur français au plus fort potentiel qui se retrouve privé Sa de première partie compétition saison comme ça. était- C'est celui dont on pourrait dire avant chaque grand chelem, lui il peut faire quart sans problème, et peut-être plus, Ouais, bon, bien sûr. malheureusement. Ça va être long. Alors, la période pour retrouver comment dire, le rythme de la compétition, la compétitivité, etc., ça va être long. Une chose quand même, il aura, a priori ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué, donc il aura le droit au classement protégé, pas pour entrer dans les tournois, mais pour être tête de série, a priori. Ça peut être important quand même. Oui, Quand on au revient. moment de revenir, Ouais. parce qu'il va avoir de gros points à défendre. Il faut rappeler quand même sa saison Oui. où il est aux portes du top 10 l'année dernière. Il est 14. numéro 1 français, 14e mondial. C'est le seul joueur du circuit à faire quart à Indian Wells, Miami et Monte Il avait Carlo. passé ses caps-là en Où il Masters prend un 1000. set brillamment à Carlos Alcaraz. Il ne s'était pas amusé, le Carlitos, ce jour-là. Ouais. Là, on se disait, ça y est, on a un vrai cador. On le savait, le potentiel d'Arthur Fils, mais là, il était vraiment en train de s'accomplir. Et puis, la grosse tuile, depuis donc, cette blessure à Roland-Garros, il a joué 2 matchs. C'était il y a 8 mois, l'histoire. Donc, c'est un peu inquiétant. Et je pense que quand il va revenir, il a que 21 ans, donc on va rester optimiste pour lui. Mais ça va être limite une deuxième carrière qui démarre. Parce que là, on remet un peu tout à zéro au niveau des points. Il va redescendre, même s'il aura ce classement protégé qui va lui permettre de rentrer dans les tableaux. Il va être loin au classement. Et il va falloir se laisser du temps. Là, vraiment, l'important, c'est de se remettre de cette blessure. Joe Wilfried Tsonga, qui était arrivé en bulldozer, finaliste à l'Open d'Australie en 2008, il avait eu beaucoup de tuiles physiques parce que c'est quelqu'un de très musculeux. Il y avait le genou, il y avait le dos, il y avait l'épaule. Il a eu de grosses coupures comme ça. Il faut le gérer. Et j'espère que cette fois-ci... C'est un très bon comparatif. C'est un très bon comparatif parce que Joe Wilfried Tsonga a été très souvent blessé en début de carrière. Oui. Il était vraiment jeune, 19, 20, 21 ans. Et on se disait, c'est dommage, il est très bon, mais il est trop fragile physiquement et ça va être comme ça toute sa carrière. Bah non, finalement, Il a plutôt su bien se géré construire un ensuite, physique, ouais. il a plutôt bien géré ensuite. Il a quand même la superbe carrière qu'on connaît. Donc il faut essayer d'être dans le même état d'esprit pour Arthur Fils. L'état d'esprit a l'air bon, puisque lui, il dit, moi j'ai 15 ans de carrière devant moi, c'est pas 1 ou 2 mois qui feront la différence. Non, j'aurai C'est l'occasion une de- décision intelligente. Il veut revenir à 100%. J'ai Ouais. beaucoup aimé son discours, là, pour le C'est coup. ça, c'est pas se précipiter, il vaut c'est mieux juste qu'on est revenir. frustrés, nous, parce qu'on a envie de le retrouver très vite. Et qu'il va revenir probablement dans une partie de la saison où il aura beaucoup de points à défendre. Donc, il ne va pas arriver tranquille d'esprit. Mais il faut se laisser du temps, là. Allez, ces 6 premiers mois, c'est vraiment se refaire une caisse, Ah ouais, c'est important. retrouver un peu de confiance. Et puis après, jouer la fin d'année où il n'aura pas de points à défendre, pour le coup. Loïs Boisson, juste pour terminer, est-ce que finalement on l'attend pas plus sur terre battue et si elle manque cette partie saison pour mieux revenir au printemps, c'est pas finalement non plus le meilleur choix? Je crois que le problème est différent pour Loïs Boisson parce que Arthur Fils, c'est quelqu'un d'attendu depuis très longtemps. Il est attendu vraiment Oui. pour être dans les 10 meilleurs joueurs C'est une mondiaux progression un peu pendant stoppée, longtemps, mais etc. reportée. Loïs, c'est un peu la grosse L'ovni. surprise. On n'en avait pas beaucoup parlé, ou pas du tout parlé avant ce Roland-Garros 2025, assez fou. Demi-finale, on le rappelle. Elle a eu aussi un niveau de jeu assez fou sur ce tournoi, un jeu 100% terre battue, clairement. Et c'est ça
qui m'inquiète un petit peu pour elle, entre guillemets, au-delà du physique, parce qu'elle s'est déjà fait les croisés quand même. C'est pour ça qu'elle est prudente aussi, je pense. Oui. Elle a un physique fragile. On en parlait avec Georges Goven. C'est là on a parlé un peu avec nos consultants de ce qu'il voyait pour 2026. Et Georges disait qu'il avait du mal à la voir entrer un jour dans le top 10 à cause de cette fragilité physique qui va peut-être la rattraper toute sa carrière. Bon, voilà, c'est un problème. Et puis, tu l'as dit, Anne, ce jeu quand même très typique terre battue. Alors, on peut changer, on peut évoluer. Aujourd'hui, en général, il n'y a plus trop de joueurs ou de joueuses qui sont spécifiques d'une surface, mais elle a quand même ce jeu qui est basé pour jouer sur terre. Ce décalage tout droit. Sur les autres surfaces. Elle a voilà, vraiment les atouts pour bien jouer sur terre, ça certes. Il faut pouvoir le faire passer sur dur, et on ne l'a pas vu puisqu'elle a été tout le temps blessée, qu'elle a très peu joué. Elle a joué 3 matchs sur dur. Elle a joué 3 matchs sur dur. Non, elle n'a même pas passé un tour à l'US. Elle a perdu d'entrée. Alors, 2 matchs à Montréal. Ouais, donc voilà. Donc c'est un petit peu difficile d'en parler hors terre battue, mais comme c'était pas une joueuse très attendue, j'espère que ce sera pas comme un Christophe Roger Vasselin a pu faire à l'époque, une demi-finale à Roland-Garros il y a très longtemps. Et puis une joueuse qui fait, plus rien, et une joueuse qui fait un exploit magnifique, et puis qui parle. Un titre derrière. Oui. C'est vrai qu'il y a un titre derrière. Il y a un titre en boucle sur terre. C'est un titre où elle bat 3 joueuses en dehors du top 100, elle bat une 39e mondiale en demi. C'est pas un titre où elle a vraiment surperformé. Après, ça faisait du bien de l'avoir confirmé, que c'était pas juste ce parcours incroyable à Roland-Garros. Mais c'est vrai que vient poindre cette inquiétude. Est-ce que c'était le tournoi d'une vie ? Après, elle a que 22 ans. Il n'y a pas lieu de s'alarmer, si ce n'est pour moi cette gestion de son physique. Mats Wilander, on n'a pas l'extrait, mais il en a parlé dans la même interview. Sur les jeunes qui poussent trop loin leur corps trop tôt. 22 ans, elle a poussé peut-être trop fort trop tôt. Je dis peut-être, c'est du conditionnel. En revanche, je me souviens de ce parcours à Roland-Garros. 3e tour, elle joue Elsa Jacquemot. Elle prend 6-0 dans le deuxième. Elle est en pleurs. On se dit, c'est fichu pour elle. Elle va abandonner. Elle est blessée. Ça y est, il y a le genou qui lui refait mal. Et on se dit, c'est plié. Une joueuse qui pleure sur le court, elle gagne ce match, trouve des ressources, je ne sais pas où. Et finalement, derrière, elle se cogne la 3e mondiale, la 6e mondiale. C'est pas un hasard, ok. Il y a eu de la magie qui a opéré à Roland-Garros, elle a été portée par le public. Elle était sur son nuage. Mais on ne peut pas s'offrir la 3e puis la 6e mondiale avec les armes qu'elle a montrées sur terre, essentiellement, par hasard. Après, il va falloir gérer, parce que dans sa com, on ne la connaît pas encore très bien, Loïs Boisson. On a du mal à savoir un petit peu le tempérament, le caractère de la championne qu'elle est, forcément. On lui souhaite le meilleur. C'est une décision intelligente de prendre aussi le temps, comme Arthur. Elle a que 22 ans, encore une fois, donc elle a potentiellement 10-15 ans de carrière. Mais effectivement, comme tu disais, Bertrand, c'est quelqu'un qui n'était pas autant annoncé qu'Arthur. Ça faisait déjà 2 ans qu'on savait qu'Arthur, c'était notre future pépite. J'espère qu'elle, c'est vraiment notre future pépite aussi dans le tennis féminin. C'est tout ce qu'on souhaite pour 2026. Elle n'a pas donné de date de retour, tout comme Arthur Fils, mais en tout cas, il y aura d'autres Français qui seront amenés à briller sur les cours en 2026, on l'espère, et notamment à cet Open d'Australie. Vous avez évoqué tous les deux Jo-Wilfried Tsonga. Je n'ai pas pu faire la transition à ce moment-là parce qu'on avait d'autres. On n'était pas loin, j'ai senti que vous étiez sur le qui-vive. En me disant, mais il fallait quand même parler un peu de Loïs Boisson, parce que ça a été un des sujets qui nous a fait parler aussi en ce début d'année, c'est le clash entre Patrick Mouratoglou et Jo-Wilfried Tsonga. Amène les amendes, c'est pas les pop-corn, mais c'est pas mal ça. Parce que c'était un peu ça. Ouais, c'est ça. C'était les pop-corn. Tout est parti d'une interview de Tsonga qui datait d'octobre, où il évoquait la domination de Sinner Alcaraz par rapport à son époque et le Bill Shui, en disant qu'ils étaient moins forts parce qu'il y avait moins de concurrence aussi des autres membres du top 10. Il a dit « J'aurais aimé voir Alcaraz gagner Roland-Garros en battant Del Potro, puis Murray, puis Djoko, puis Federer, puis Nadal ». Patrick Mouratoglou, pendant l'Intersaison, donc récemment, a choisi de reprendre ces propos-là et de dire qu'il n'était pas d'accord. En donnant sa vision, je ne pense pas du tout que Draper, Runeux, De Minaur, Fritz Shelton ne sont pas bons et dangereux. Ce sont des grands joueurs. Et là, il a un petit peu attaqué Tsonga en lui disant « Je suis désolé Joe, mais je ne suis pas sûr que tu les aurais battus régulièrement. Le prime de Tsonga n'a duré qu'une saison. » Donc ça a piqué au vif. Alors, il y a la méthode, déjà, d'utiliser les propos de Joe Will pour démarrer sa séquence typique réseaux sociaux. Pas évident avec les amendes, je te laisse quelques secondes, Bertrand. Typique réseaux sociaux. Donc, il y a la méthode et il y a aussi le fond. C'est-à-dire que là, il attaque un peu Joe.
Et Joe, il n'a pas aimé, Ah très non, clairement. il a Il a répondu assez quelques jours sèchement. après, sèchement, oui, il voulait se le payer. Tu dois respecter un minimum le joueur que j'ai été. Et puis, il en remet une couche en disant tu n'auras jamais ressenti dans ta chair profonde ce que c'est qu'être un joueur de tennis et rentrer dans l'arène. Tu ne sais pas ce que c'est. Alors c'est là que je mets un petit bémol. Autant la première partie, je comprends très bien, et la réaction, je la comprends très bien. Après, attaquer là-dessus, c'est... Ah bah non, c'est pas un argument de dire t'as pas été joueur, tu peux pas avoir parce que d'analyse. sinon, personne ne pourrait parler d'aucun sujet quasiment. C'est comme si moi, je disais à Joe Wilfried Tsonga, ah non, ne parle jamais d'un commentaire tennis, parce que tu n'as jamais commenté, enfin, il a commenté en l'occurrence maintenant, mais avant, vous voyez, quand tu étais joueur, tu ne sais pas ce que c'est. Donc ça remet un petit peu en question notre rôle aussi, notre rôle, on est critiqué par des gens qui sont sur leur canapé et qui n'ont jamais commenté, mais on est obligé d'écouter quand même ce qu'on nous dit. Parfois, on dit, bon, bah, peut-être qu'ils ont raison. Donc, c'est pas Philippe Boin que je salue s'il écoute, qui était le chef du tennis, de la rubrique tennis à l'équipe, qui moi m'a donné envie de faire ce métier, qui écrivait sur le tennis de façon incroyable. C'est quelqu'un qui n'a jamais tenu une raquette. J'ai jamais entendu quelqu'un, un journaliste, mieux parler de tennis que Philippe Boin. Donc ça veut rien dire. Oui, ça c'est trop facile comme argument. Faut arrêter le jeu. Mais sinon, bon, on est dans une guerre d'ego très clairement. On connaît les deux. On est aussi peut-être dans une guerre. Ils ont leurs académies respectives aussi. Une guerre d'académie, parce que finalement, on est sur un même secteur d'activité. Mais quelque part, je vous dis, pour départager, c'est pas l'école des fans, mais les deux ont un peu raison, je pense. Le fond, c'est est-ce que le top 10 actuel est plus fort ou plus faible que le top 10 de l'époque de Tsonga. Là où Patrick Mouratoglou a un argument assez incontestable, c'est oui, le tennis est en perpétuelle évolution et année après année, on est de plus en plus fort. Un Holger Rune, aujourd'hui, il aurait mis 6-1, 6-1 ou Yannick Noah de la grande époque. Parce que ça joue mieux au tennis, c'est plus qu'une question de matériel. Les joueurs sont plus préparés, sont plus professionnels. Enfin, Holger Rune, en ce moment, peut-être pas, parce qu'il est sur une jambe, même s'il se remet bien. Mais je suis assez d'accord sur le fait que le top 10, le niveau augmente. Après, dans l'époque actuelle, l'écart entre ce top 10 et les meilleurs est peut-être encore plus grand qu'à l'époque, là, pour le coup. Justement, pas contre-argument, mais on a, comme ce sont deux générations assez proches, on peut quand même comparer, et on a un élément de comparaison, c'est Novak Djokovic. Et oui, il est dans les deux top 10. Et dans les deux top 10. Et Novak Djokovic, aujourd'hui, il est quoi? Il est 4e mondial encore, c'est ça? Oui. Donc il en a encore 6 derrière lui, en dans le top 10. Et en jouant, en skippant pas mal de tournois. En ayant 38 ans. Donc, ça laisse quand même penser que ce top 10, il n'est pas si fort que ça, que derrière, les joueurs, en tout cas mentalement... Surtout, il est assez interchangeable. On a un public, par exemple, dans le top 10. Djokovic, il ne joue jamais, il fait demi dans les 4 grands chelems. Bon, il n'y a personne d'autre dans le top 10, à part Alcaraz. Ce qui veut dire qu'il étape les fameux top 10, parce qu'on les joue à partir des 8e quarts, et donc il les a battus. Il les bat, et Fritz, il le bat à chaque fois, il a encore battu à l'US Open, alors que Fritz, c'était le joueur qui montait. Un 4e mondial, et puis il est en train de glisser, là, 9e. Après, c'est très resserré au niveau des points. Oui, mais je pense que ce top 10 n'est pas très très fort, à part évidemment donc Alcaraz, Sinner, Djokovic. Medvedev est en train de revenir, il n'est pas top 10, il est 12e, mais je pense qu'il n'est pas si fort que ça. Parce que dans ce top 10, on a Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Ben Shelton. Alex de Minaur, je suis désolé, il est hyper limité. Quoi. Tu veux dire que ces joueurs-là auraient battu régulièrement Joe Wilfried Tsonga? Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Je pense que Tsonga, contre de Minaur, aurait pu largement gagner. Alors le top 10 à l'époque Tsonga, on a Nadal, Federer, Djoko Murray. Si on prend le top 10 fin 2008. Et Del Potro aussi. On a Davydenko, Tsonga, Simon, Roddick, Del Potro. C'est fort, hein. Il y avait Nalbandian qui était pas loin à cette époque. Vavrinka et Ferrer pas loin. C'est assez sexy comme top 10. Pas mal. Et puis Vavrinka et Murray ont gagné 3 grands chelems chacun. Oui. Donc ils ont quand même. Mais c'est l'argument de Patrick. On ne peut pas juger Shelton ou Musetti encore 22 ans parce qu'ils vont peut-être les gagner les 3 grands chelems. C'est pas impossible. Shelton peut-être. Ça c'est assez imparable comme argument. Oui. Vavrinka à 28 ans il n'avait pas gagné. Mais le top 10 que vous évoquez, que tu évoques Anne en 2008, ils ont 22-23 ans. Ils sont jeunes, il y a Roger qui a 27, mais sinon c'est 21 pour Murray Djoko, 22 pour Nadal, 20 pour Del Potro, 23 pour Tsonga et Simon. Moi je pense que la question, celui qui peut mieux répondre à cette question, c'est Novak Djokovic. On pourrait lui dire, il a joué les deux générations. Donc, Patrick Mouratoglou, il entraîne des joueurs, donc peut-être qu'il ne peut pas non plus trop se permettre de dire qu'ils sont faibles aujourd'hui, parce que c'est son gagne-pain. Il a entraîné Runeux. Après, il est beaucoup sur la com. Ça ne vous a pas échappé qu'il le fait en anglais, tout ça. C'est à l'international, Patrick. J'espère que vous êtes
bilingue, hein, parce que Ah ouais, non mais c'est sous-titré, donc c'est bien très carré. fichu. Ouais. Bon, voilà, il y a le fond et la forme. Je pense que sur le fond, les deux ont un peu raison. C'est sur la forme où ça faisait un peu court de récréation quand même. On va pas se... D'ailleurs, dans sa dernière vidéo, Patrick Mouratoglou a pris du recul, il nomme Oui. son gars. Mais il on donne sent des stats, qu'il l'a quand même bien en tête et qu'il fait bien exprès de ne pas le citer. Mais quand coach. Joe lui dit « Écoute Patrick, ce que je te propose, tu prends ton téléphone parce qu'on se connaît depuis 25 ans, on s'appelle », Joe aurait très bien pu faire ça aussi et pas s'afficher sur les réseaux, mais il avait envie de se payer Patrick Mouratoglou. Il n'a pas aimé la parce méthode. qu'il a je peux ressorti le un comprendre. extrait de plusieurs mois et il l'utilise non, pour mais faire son... c'était un peu vilain de la part de Patrick. Mais encore une fois, les amendes parce que c'était popcorn. Pour revenir sur le top 10 Encore actuel, c'est les popcorn. Attends, Le faut que top ça 10 disparaisse, actuel, moi, je ramène pas Bertrand, chez moi. Ah, c'est dur le sachez coup, hein. qu'on est plus proche de Sacha Encore Zverev beaucoup, que Zverev de Alcaraz et Sinner. Zverev qui est 3e mondial, Oui. il a 5000 points au classement, donc on est à 5000 points de Zverev. Ça, on est plus proche de Ouais, Zverev, nous. et Zverev, il a c'est bon, ça. 6000 points de Vous Sinner, ne numéro 2 participez mondial. pas au One Pot Slime il est Non, blessé, problème là. de cervical. Oh là là. Et ça réussit pas trop à Bertrand de faire des compètes sur un point. Non. La dernière fois, ça. Sur 2 points peut-être, mais pas sur un. Il y a Simone Vagnosi, le coach de Sinner, Oui, qui joue les qualifs. Il a gagné un tour parce que le mec en face a fait double faute. Fabuleux. Donc, Est-ce qu'il y a la fille qui a joué l'ITF là Oh là là, Ah bah, qu'est-ce que non. c'était que cette histoire? Et là- Je sais pas si vous avez là- vu ça, hein. Ça donne envie de participer S'il y à a le un même tournoi chez les garçons, professionnel. j'ai on pas peut peut-être compris, gagner ça. un match professionnel. Mais c'était un Ils se sont fake. pas renseignés. C'était un fake, c'est pas possible. La wildcard Non, qui était elle est prévue. arrivée. La nana n'avait jamais joué au tennis. Non. Elle a fait croire. Et elle a Ils ont pas marqué 3 vérifié. points quand même. Mais... 3 doubles fautes, hein, je crois. Oui, c'est 3 doubles. Non, il y a un retour Deux. qu'elle fait pas exprès et l'autre est surprise et du coup elle. C'était Morel contre Fabuleux, Fanny Cobain. fabuleux. Ah si, elle est bien fait exprès, il était magnifique. Ouais, Un mais peu il a pris boisé, l'avance. mais Il a pris lettre, du filet, il a lettre, pris du filet. bijou. On vous montrera peut-être un jour les images de ce faudra tournoi mieux montrer celle-là inter-Eurosport. que- Ouais. Nicolas Mahut face aux journalistes de la rédaction d'Eurosport. Et Il y a aussi Thomas un- aurait pu gagner le One Punch Slam. Il a mis Ah un bah point, là, moi elle j'ai l'a fait fait. le retour vrai. parfait, Ouais. imparable, lettre. Il n'y a pas le white point breakbone, non un truc comme ça. Ça, je peux le faire Il y a aussi. de la casse. c'est Non mais sympa. l'idée de Papier des C'est sympa, c'est- pour le coup, c'est une One exhibe, mais c'est Slam, pas fatigant 1 pour les Million joueurs. Slam, c'est super ouais, pour le coup. Ouais, alors là, par contre, 10 ça, pros nous face aussi, à- on en fait. Bah, des sur vidéos, l'exhibition d'ailleurs, Alcaraz Sinner là en Corée du Sud, ils ont invité un jeune coréen à Qui a mis un coup droit à Carlitos. Donc ils font un point avec Carlos, il lui met un coup droit décroisé, je crois qu'il s'en rend même pas compte, les deux sont choqués, enfin l'image était assez sympa. Et le tableau, parce que nous, on a l'habitude de faire, le tableau gagnant, sans erreur, c'est 10 millions de dollars. Hein. Ah oui. Ouais. Ah, Et l'Open Ouais, mais c'est d'Australie qui a lancé ça. impossible. en prono En Ouais, prono. sans erreur. Sans erreur. Ah, c'est impossible. 10 Mais- millions de dollars. Bah, nous on fait ça Ouais. depuis l'année dernière. On en fait C'est moyen de On s'associer à a, un truc de Paris quand même. Je sais pas, on a 60 erreurs par tournoi, donc. Au premier tour, c'est injouable, quoi. Et sur les sur premiers un tours. Mais bon, 10 millions de dollars, c'est le loto, quoi. Ouais, t'as à peu Ouais. près une chance comme au loto, pourquoi pas. Plus rigolo. 127 bons résultats sur 127. Ouais. Le One Punch Slam, c'est sur C'est chaud, Eurosport ça. d'ailleurs, avec Olivier Canton et Georges Goven qui vont commenter ça. À suivre cette exhibe, ça lancera parfaitement cette semaine de qualif et ça lancera parfaitement cette Open d'Australie qui sera à suivre évidemment en intégralité sur Eurosport, Oui. sur HBO Max, autour d'Eurosport Tennis Club avec Olivier Canton, les journalistes, les consultants, on va se régaler. Anne Boyer. Oui, la je présentation. serai en joker. Ouais. Et normalement, et retour en patin, gagnant. dans la glace aussi, normalement. Hein. Ah oui, bah alors je vais, ouais, Tu n'auras pas le temps de les enlever. je vais déchausser les patins, je vais attraper la raquette de tennis parce qu'il y a du patinage, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent très vite sur Eurosport aussi. On va se régaler en ce mois de janvier, février, mars, avril. Le tennis sur glace, c'est pas encore. Ah bah, il y a des programme images qui circulent. Ça existe, Ah, ça, on ouais, voit j'ai déjà vu Canada, des. au Canada, ouais. Mais bon. Ouais. Je suis pas sûr que ça a un gros avenir. Des belles cette glissades, histoire. quoi. non. Djoko peut-être serait bon. Sûrement, Ce sera peut-être le lundi, retour gagnant pendant l'Open d'Australie. Ok, peut-être. Et oui, à quai peut-être, on va Ok. changer un petit peu les habitudes, mais on sera là. Donc soyez au rendez-vous. Merci à tous les deux. On va finir les amendes hors antenne. Merci à On a du Flo boulot. à Seb Petit en régie. Merci à Arnold Mongo pour ses interviews et notamment celle de Mats Wilander. Et donc on se retrouve très vite dans Retour gagnant avec ou sans amende pour parler tennis. Bye bye.